Troisième partie de l'émission, Ligue des Champions et Coupe Europa, bien entendu, avec la présence d'une ancienne star du championnat de France, dont nous ferons le portrait dans quelques instants. Et tiens, justement, nous allons vous présenter nos invités. Fabrice Pancrate, qui a marqué le football français. Nous discuterons avec lui tout à l'heure. Il n'y a pas eu de sélection, il nous dira tout à l'heure pourquoi. Et puis il y a M. Eddy Hamel. Je l'appelle M. Eddy parce que ça fait un bout de temps que je le connais. Et Dieu seul sait s'il est très, très, très bon. Merci. Et puis Samy Mochtavi, qui est notre éditorialiste. La question aux internautes. Tu me mets la pression quand tu me dis ça. Alors, comment voyez-vous nos sélections à la Coupe du Monde? Vous n'hésitez pas, vous continuez à intervenir sur notre Facebook Africa24 et le hashtag Africa24. Le foot international tout de suite. Et d'abord, nous allons parler de la Ligue des Champions avec des images fixes du Real Juventus, 3-0 avec une domination des hommes de Zidane et notamment donc Cristiano Ronaldo qui a marqué 2 fois avec une bicyclette et le but du Brésilien Marcelo. Très offensif et autre match avec Liverpool, donc vous voyez, et donc Liverpool avec Mohamed Salah contre Manchester City, 3-0 également. Mohamed Salah avait montré la voie, puis Oxlade-Chamberlain et Sadio Mané pour conclure et condamner Manchester City. Après ça, on va en parler, après ce jingle. Alors Fabrice Pancrate, quelle belle Ligue des Champions, ça vous plaît? Ces quarts de finale, ces équipes méritent leur place ici? Oui, bien entendu. On a été, en tant que téléspectateur, on était vraiment gâtés du spectacle de tous les protagonistes parce qu'on ne s'attendait pas vraiment à des scores aussi fleuves en quart de finale. On a pour tendance à sécuriser, à attendre le faux pas de l'adversaire pour pouvoir se projeter. Mais là, 3-0 Liverpool face à Man City. Il y a peu de suspense au départ. Ouais. Voilà. 3-0 Real face à la Juve. Je veux Barcelone, 4-1. Oui, Barcelone face à la Roma, c'est différent. Mais les autres, c'était vraiment... c'était beau. C'était beau à voir. Maintenant, on arrive à deviner un peu qui peut aller titiller ce trophée. J'ai envie de dire toujours les mêmes, mais c'est normal, en même temps c'est des cadors, ils sont là depuis des années. Le Barça, le Real, l'invité surprise de Liverpool. Ouais. Mais même si on attend les matchs retour, hein, je pense qu'il peut y avoir des surprises, mais bon, ouais. Il peut y avoir ça peut être difficile, mais quand je pense à la finale de Liverpool, Milan AC, il y a quelques années ça, avec vraiment situation qu'on connaît, je me dis qu'avec les Anglais, rien n'est jamais fini. Oui, alors on a vu le but de Ronaldo, mais je pensais à Pelé. Pelé l'a fait, Samy et Eddy. Oui. Il y a aussi Amara Simba qui avait fait cette bicyclette. Mais c'est d'une autre dimension, messieurs, selon vous? C'est un geste qui appartient à des attaquants et même à des défenseurs ou des milieux. C'est un geste classique qui existe depuis la nuit des temps. Sauf sa beauté, c'est l'instantanéité, c'est le jaillissement d'un joueur hors norme. C'est un joueur hors norme. Ce jaillissement, cette percée, etc. Tous les gestes de retournée sont extraordinaires, sont spectaculaires. Mais après, c'est le talent du joueur qui fait la différence. Ronaldo est un joueur hors norme. Quand il prend le ballon, il le prend vraiment comme il faut, comme il se doit. Il y a des retournées qui sont à peu près ratées, à peu près réussies. Mais là, on a affaire à un joueur hors norme. Donc, c'était un geste spectaculaire d'une beauté absolue. Et Samy a essayé de le faire ce week-end, il s'est cassé une côte. Je me suis bloqué le dos. Non, mais plus sérieusement, oui, c'est un geste hors norme. C'est un geste qu'on voit de temps en temps dans le football, depuis la nuit des temps, certes, mais là, c'était en quart de finale de la Ligue des Champions, à Turin, face à la Juventus, dans le remake de la finale de 2017. Donc voilà, pour moi, c'était extraordinaire. CR7, c'est impressionnant. On peut dire, voilà, l'éternel débat, Messi, Ronaldo. Messi incarne le talent du football, il n'y a aucun problème, mais CR7, il a 33 ans. Il a fait un geste extraordinaire. Il prend la balle à 2,30 m. Il incarne le professionnalisme à l'état pur. C'est un athlète haut de gamme. Récemment, il y a une étude juste après justement ce geste qui a montré que CR7 avait le corps d'un joueur de 23 ans. Tellement il en prend soin avec son indice de masse graisseuse, avec son pourcentage de muscles. C'est tout bonnement impressionnant. Et ça, c'est du travail. C'est une machine. Une machine. En tout cas, nous voyons le tableau justement, parce que les matchs retour ont lieu ce mardi 10 et mercredi 11, avec donc
Vous voyez, Juventus qui reçoit le Real, FC Séville, Bayern, Barcelone. Peu de suspense quand même hein, pour les matchs retour. Et Liverpool contre Manchester. Donc c'est plutôt Manchester City qui va recevoir. Alors, messieurs, nous allons continuer. Autre image en Coupe Europa et Leipzig contre l'Olympique de Marseille. Leipzig de Naby Keita qui a gagné seulement d'un petit but à 0. Ça va être dur quand même pour le retour. C'est mal payé quand même pour l'OM. Hein, au Vélodrome. Oui, ça va être dur, hein, Samy. Hein. Oui, mais ils ont fait une vraie performance. J'ai été surpris parce qu'il leur manquait quand même leur charnière avec Rami Rolando. Il manquait leur meilleur joueur au stade de folie Thauvin. Ils ont fait une vraie performance au Campos d'ailleurs, qui est bien généreux mais qui pêche encore dans la finition. Ils ont quand même eu l'occasion 4 ou 5 fois de pouvoir marquer. Donc c'est une vraie déception. Enfin, pour moi, c'était un vrai regret. J'ai été agréablement surpris par Marseille et c'est pourquoi j'ai pas mal d'espoir pour le match retour avec un Vélodrome plein et peut-être avec le retour de Thauvin qui s'est reposé face à contre Montpellier ce week-end. Avant de retrouver Fabrice, Eddy, vous sentez Marseille se qualifier pour les Moi, j'ai bien aimé le changement de statut de Gustavo, qui est revenu en défense, avec beaucoup de clarté, comme hier soir, par exemple. Franchement, il m'a agréablement surpris. Je connaissais ce joueur au Bayern Munich. Lorsqu'il jouait à des postes improbables, il a joué à tous les postes quasiment. On l'a essayé, mais dans le rôle de patron de la défense, franchement. Le libéraux en plus, parce que c'est pas donné à tout le monde. Il m'a agréablement surpri en tout cas. Mais il manque au milieu. Quand il descend, il manque au milieu. Anguissa n'a pas fait le boulot tel qu'on attendait. Il est rentré un peu tard, Anguissa, et puis le reste, ça n'a pas. Nous allons voir les matchs en tout cas. Nous allons voir donc le tableau des résultats et les matchs retour. Donc c'est le 12, hein, précisément, le 12 avril, c'est jeudi. Donc avec, bien entendu, l'Olympique de Marseille qui reçoit Leipzig. C'est ce qu'à Moscou, Arsenal. Arsenal l'emporte 4-1 à l'aller. Sporting contre Atlético de Madrid. Là aussi, c'est un match à suivre. Et puis Salzbourg contre la Lazio. Là encore, c'est pas encore vraiment joué. Hein. Mais ça promet de belles demi quand même pour la Ligue Europa. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu des potentiels demi-finales de cette qualité. On peut dire, José, juste un petit mot. C'est la légitimation du football européen encore au sommet du monde. Il reste encore le meilleur du monde. Aujourd'hui, par les performances, par l'organisation, par les résultats, par l'impact médiatique et par sa dimension. Quand même, le meilleur football se joue en Europe aujourd'hui. Aujourd'hui, le fait qu'on ait la plus belle épreuve en la Ligue des Champions reste la plus belle épreuve du monde, de la planète. Il n'y a pas quelque chose de plus fort. Ça n'existe pas. Ça, c'est la légitimation du football européen aujourd'hui. Merci, Eddy. Nous nous tournons vers Fabrice Pancrate. Eddy, c'est quelqu'un que vous avez vu jouer. Hein. Vous aviez des reproches à lui faire lorsqu'il était... Plusieurs fois. Vous aviez des reproches? Non, c'est un joueur très, très correct. Très... Justement. Il me rappelle Ronaldo, le Brésilien. Qui pouvait être énervé, qui pouvait être bousculé, mais qui gardait la ligne. Ça, c'est aussi... Nous allons rappeler son histoire. Donc, regardez ce sujet, c'est Ashley, justement, Duprat. Fabrice Pancrate, c'est avant tout 137 matchs et 14 buts. Bien qu'il soit né à Paris en 1980, l'ancien attaquant a commencé au Mans en 2002, où il s'illustre comme l'un des artisans de la montée du club en Ligue 1. En 2004, il retrouve la capitale et intègre les rangs du Paris Saint-Germain, où il passera 3 ans. 36 mois durant lesquels il côtoie successivement l'international sénégalais Bernard Mendy, l'Ivoirien Bonaventure Kalou, mais aussi le Camerounais Jean-Hugues Ateba. Après quelques mois d'aller-retour dans des clubs, il revient à Paris en 2008 aux côtés du Béninois Stéphane Sessegnon. Fin 2009, il quitte définitivement le club et après un court passage à Newcastle, Fabrice Pancrate fait son retour sur le sol français, mais en Ligue 2 cette fois-ci. Pendant 3 ans, il exerce à Nantes, 2 saisons en Ligue 2 et 1 en Ligue 1 avec les Canaries, où il assure le rôle de grand frère. Et même si aujourd'hui il a raccroché les crampons, Fabrice Pancrate ne s'est pas pour autant éloigné du domaine du sport. Aujourd'hui, il exerce la profession de consultant sportif et intervient régulièrement sur les plateaux de télévision. Non. Voilà, alors Fabrice, pour rassurer nos téléspectateurs, ce sont des images récentes de fin de carrière. Voilà, alors... parce qu'on a serré le maillot quand même. C'est de la muscu, non? Quand il faut. Fabrice, dites-nous, comment on peut voyager autant? Loin Cuiseau, Guingamp, Le Mans, Paris Saint-Germain, Betis Séville, Sochaux, Newcastle, Larissa, FC Nantes. Non mais attendez... Comment faites-vous pour voyager autant? Ben c'est simple, on n'a pas tous ces mêmes trajectoires. Il y a le joueur de football qui est issu d'un centre de formation connu, Lyon, Rennes, Paris, et puis qui fait ses classes tout au long de sa carrière, et puis après qui voyage. Et j'ai l'habitude de dire dans le football,
il faut avoir le mental pour réussir et persévérer pour arriver au top niveau. Et quand tu ne peux pas rentrer par la porte, tu rentres par la fenêtre. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis passé par le Mont-Cuiseau. Je voulais partir aussi de la région parisienne, parce que je devais aller au Red Star à la base. Mais il y avait beaucoup de concurrence et beaucoup d'équipes. Donc j'étais à Mont-Cuiseau, j'ai fait mes gammes là-bas. Après de là, j'ai signé à Guingamp. Et puis c'est toujours une évolution constante. De Guingamp, je vais au Mans, je me révèle au Mans, je vais au Paris Saint-Germain. Bon, après, j'ai connu des hauts et des bas à Paris parce que c'est un autre contexte. C'est des joueurs stars, d'un certain statut, des internationaux. Il faut se faire sa place, il faut se battre pour faire sa place. Même il y a des coups bas, il y a un peu tout. Alors que mes autres clubs précédents, c'était des clubs famille. Et puis de là, après, quand tu joues pas, tu essaies de trouver du temps de jeu. À un moment donné, quand Vaïd Ozic est parti, j'ai eu une période de 2 mois, parce qu'il m'a fait venir. Donc après, je suis parti en prêt à Sochaux, où j'ai un peu plus joué dans la deuxième partie, parce qu'avec Frédéric Hans, je jouais moins, mais avec Francis Gillot, j'ai joué, et puis ça s'est super bien passé. Et puis de là, on revient à Paris, on connaît des bonnes périodes, la finale de Coupe de France contre Marseille, gagné, etc. Et puis quand le contrat s'arrête, je suis à Newcastle. Je suis à Newcastle, une opportunité. Avant ça, j'ai fait 2 essais à droite à gauche, mais notamment à Portsmouth et à Sheffield United. Mais c'est à Newcastle que je signe. Et puis, je dirais, dans mon parcours, le seul bémol, c'était Larissa. Parce que je ne m'attendais pas à me retrouver en fin de contrat. Et pour une histoire d'agent où il n'y a pas eu d'accord, je me retrouve sans club à la fin de la saison de Newcastle. Je reste 6 mois au chômage et par la force des choses, je m'engage à Larissa. Mais parce que j'ai trouvé des joueurs que je connaissais du championnat de France, comme Tavlaridis, comme Daniel Cousin, comme Ibrahim Tal, et je vais là-bas pour ça. Et j'ai la chance de revenir après à Nantes parce que je connaissais Bruno Baronchelli et qui m'a fait venir là-bas. Qui était un grand joueur de Nantes, Baronchelli, à l'époque. Laissez-moi vous dire, depuis que vous êtes parti de Nantes, Nantes a complètement... pas Nantes, Le Mans. Vous êtes venu au Paris Saint-Germain, le Mans a complètement plongé avec un grand stade. Le Mans, c'est une grosse énigme parce que c'est le club qui recrutait des joueurs gratuitement, et des bons joueurs avec potentiel, et qui leur vendait 10, 15 millions, 8 millions. Sur les dernières années, on avait fait des chiffres, ils avaient généré à peu près plus de 60 millions d'euros de transferts. Pour un club comme Le Mans, c'est énorme. Oui, en passant par Graffité, Bangoura, Corchia, Bassa, Cessignon, moi-même, Frédéric Thomas, Hawker, Bonnard. Il y en a beaucoup. Ils sont tous arrivés pour zéro, ces joueurs-là. Alors, je voulais aussi, parce que l'émission se termine dans 2 minutes à peu près, voir la photo. C'est lorsque vous avez joué pour Aïe, pour Golbier-Letra. C'était en banlieue parisienne. Voilà la photo avec tous les anciens du Paris Saint-Germain. On reconnaît Eric Rabessan de Atanam. Pierre Fanfan. On vous voit là. Pierre Fanfan, Bernard Mendy. Justement, vous êtes tellement populaire encore que on va laisser passer le son et l'image, justement, lorsque vous avez rapproché les téléspectateurs. Écoutez plutôt. On vous laisse le son et nous allons terminer l'émission après. Regardez. Voilà, monsieur Fabrice Pancrate. Monsieur, vous avez à peine 30 secondes pour conclure. Fabrice, un petit mot et après nous faisons un tour de table. Déjà, je vous remercie de m'avoir invité à cette émission, parce que c'était la première fois que je venais. Bonne émission, à réitérer, j'espère, on verra bien. Oui, c'est tout le dire, en tout cas. C'est bien aussi de promouvoir le football africain, parce que je trouve qu'il est un peu pas caché, mais il faut le mettre plus en valeur, parce que si aujourd'hui l'Europe... est à son niveau, et comme on le disait, on a la plus belle des compétitions, la Ligue des Champions, c'est aussi grâce au talent des joueurs africains qui viennent s'épanouir en Europe. Exactement, et Africa 24 est là pour ça. Samy, un petit mot avant Idy? Oui, un petit mot sur Fabrice, parce que je suis la génération de ceux qui ont pu le voir quand j'étais un petit peu plus jeune, et il faut savoir que Pancrate, il reste dans l'histoire du Paris Saint-Germain, vous pouvez vous renseigner même actuellement dans les réseaux sociaux ou autres, il fait partie de l'ère avant QSI, donc ça a beaucoup compté quand ça n'allait pas à Paris, c'était pas tout beau, tout rose, et voilà, c'est un joueur qui était là, qui mouillait le maillot, et je sais de source sûre que, en tout cas, du côté des supporters parisiens, il y a une grosse cote d'amour pour Fabrice Pancrate. Merci Samy. Et puis Diamel, qui est conseiller du président Madamad, conseiller du président de la Confédération africaine de football,
qui est également vice-président de la FIFA, M. Hamad Abad. C'est exact. Un petit mot, et dit vraiment, ça me fait plaisir de vous voir ici sur le plateau. Mais je suis ravi aussi de partager ces moments. Je voulais simplement donner rendez-vous à tous les amis tous les amis africains et autres qui supportent la beauté du football africain, qui a véritablement changé. En 80 ans, il a changé quand même. Il a changé sur le plan de l'organisation, il a produit des stars incommensurables sur le monde. Il a changé la face du football mondial aujourd'hui. Vous avez un entraîneur qui est le meilleur entraîneur aujourd'hui du monde, et il est africain, de père et de mère, il est africain. Zinedine Zidane est africain, à qui il a apporté cette touche, il a apporté ce savoir-faire, et quelque chose qu'on ne possède que personnellement, le talent. Alors je donne rendez-vous surtout le 13 juin, pour moi c'est une date très importante, lorsque le Maroc sera sûrement désigné organisateur de la prochaine Coupe du Monde. Eddy, je peux mettre une bouteille au feu ou pas? Ah oui. Je peux. Merci. En tout cas, merci à tous ceux qui ont participé à cette émission. On se donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau numéro du magazine AFC sur Africa 24. Salut.